La radio, la télévision et la plupart des journaux sont asservis par le gouvernement et le patronat. En cas de brouillage, cherchez une noyeur sur votre cadran. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Si la radio que nous connaissons aujourd'hui passe par l'écoute de podcasts, Internet ou se transforme simplement pour devenir numérique, cela n'a pas toujours été le cas. Pour arriver aux technologies d'aujourd'hui, la radio a dû passer par beaucoup d'étapes et surtout beaucoup de successions d'inventions. Aujourd'hui, nous sommes dans les années 80 avec l'apparition de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. C'est également à ce moment que pas mal de réseaux se créent. Les grandes stations de radio deviennent la propriété de puissants groupes de communication comme Énergie ou encore Fun Radio, capables de vendre leurs programmes à bon nombre de stations locales. Ce qui leur évite en fait d'acheter des droits de diffusion à prix prohibitif et leur permet d'obtenir certains marchés publicitaires. En 1986, la Haute Autorité est remplacée par la Commission nationale de la communication et des libertés, la CNCL. La Commission nationale de la communication et des libertés, celle qui est appelée à remplacer la Haute Autorité, se constitue peu à peu. Le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chaban-Delmas, a choisi 2 femmes. Daisy Gallard, elle fut notamment la productrice de Dim Dam Dom, et puis Jacqueline Baudrier, journaliste, qui fut PDG de Radio France. Jacqueline Baudrier, interrogée par Olivier Lerner. Il est bon que les professionnels de maisons de radio et de télévision travaillent en professionnel et qu'il y ait cet écran dont vous parlez. Moi, je me souviens quand la Haute Autorité a été nommée en 82, le journal Le Monde m'avait demandé ce que j'en pensais et j'avais dit écoutez, je forme un vœu. J'espère qu'il n'y aura plus de mise à mort professionnelle pour cause de suspicions politiques. Et je pense que cet écran est bon, c'est un bon principe qui prévaut à la création de cette institution qui est indépendante. Mais là encore, ce n'est pas tout rose. Les autorisations de fréquence rendues en 1987 font scandale. La part belle est accordée aux stations commerciales alors que les radios associatives non commerciales sont mises de côté. La Commission nationale de la communication et des libertés manque également de transparence et ce, dans ses choix de fréquence. Suite à toutes ces controverses et seulement 2 ans après sa création, la CNCL est remplacée par le CSA, soit le Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'on connaît aujourd'hui. La CNCL a vécu, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, la remplace. Le projet de loi présenté en Conseil des ministres par Jacques Lang et Catherine Tasca crée une nouvelle haute autorité dotée de pouvoirs renforcés. Moyens de contrôle, possibilités de sanctions accrues, telles que des pénalités financières ou interdiction d'émettre. Le CSA, examiné dans les prochaines semaines par le Parlement, sera composé de 9 membres. 3 nommés par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée, 3 par celui du Sénat. Un mandat de 6 ans, non renouvelable, avec une limite d'âge de 65 ans. Mission du CSA, assurer une réelle liberté et une véritable indépendance de la radio et de la télévision. Pour éviter que cette nouvelle institution régissant l'audiovisuel soit soumise aux fluctuations des changements politiques, François Mitterrand avait souhaité l'inscrire dans la Constitution. Projet retardé. Il faut attendre que la nouvelle institution ait fait ses preuves, a déclaré le porte-parole du gouvernement. À la réglementation par le gouvernement succède alors la loi du marché où le CSA dispose d'un pouvoir de décision plus important mais agit surtout comme un médiateur où intérêts publics et privés sont concertés entre les différents acteurs du marché et avec plus de transparence. Malgré l'étendue des réseaux, certaines petites stations décident de ne pas céder au rachat des grands groupes et sont soutenues par le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, autrement appelé le FSER. Elles sont finalement autorisées à diffuser de la publicité, mais seulement jusqu'à hauteur de 20% de leur budget. Aujourd'hui encore, les règles restent inchangées. Il fallait bien au moins une victoire de la gauche pour assister aux assises des 2 fédérations qui représentent les petites radios. Les 2 frères ennemis se sont mis d'accord sur un code de bonne conduite concernant la puissance, le statut et la publicité. Selon ce code, les radios devront être constituées sous forme d'associations à but non lucratif. Et dans ce petit monde des radios libres, on a surtout demandé l'arrêt du brouillage.
Pour le moment, le brouillage persiste pour la grande majorité des radios, ce qui n'empêche pas les projets d'installation de croître. Rien que sur Paris, on en compte actuellement plus de 40. Paris-Bordeaux-Le Mans. Tu t'entends ? Oui, je m'entends, mais j'entends les autres aussi. Une histoire donc, une réglementation. Mais qu'en est-il de Morse, de Hertz, de Popov, de Marconi ou encore de Tesla ? Qu'en est-il des moyens techniques ? Où en sommes-nous depuis la télégraphie ? Eh bien, si le poste, l'objet d'écoute, était imposant et réservé aux castes les plus riches avant la guerre, il commence à se développer par la suite, que ça soit sur le plan technique ou encore sur son design. Le poste rétrécit, il devient plus rectangulaire, plus allongé. Des postes radio intègrent même les platines vinyles pour suivre l'explosion commerciale du disque. À partir de 1954, apparaissent même les premiers postes à transistors, vite appelés transistors tout court, et permettent d'écouter la radio partout. En vacances, dans la rue, sur la plage, en surboom, la radio n'est donc plus familiale mais bien individuelle. Quel que soit le lieu où vous vous trouverez, à travers les océans, de jour ou de nuit, des quatre coins du globe, par temps serein ou dans la tempête, limpides et clairs, riches et colorées, les ondes sonores se pressent innombrables, musicales et puissantes, pour être captées dans toute leur pureté originale par le merveilleux poste océanique. Frégate, albatros, surcouf, radiophone océan, meuble récif. Pour entendre mieux, n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle station, choisissez un poste océanique. Aux amateurs de belle musique, Yop là pour le poste qu'il faut. Océanique. Oui, l'océanique. Si petits et ils reçoivent la modulation de fréquence. Transistor à montage spécial. Durée de vos piles prolongée de 40%. Faites comme eux. Rendez visite à votre distributeur Philips. Vous y trouverez le plus grand choix de modèles en tout genre. Et voici le Sound Machine Compact Disc Philips. Cassette, radio FM, compact disc, c'est déjà demain. Entre 80 et 90, au moment des radios libres, les postes commencent à avoir de nouvelles fonctionnalités. On a la mémorisation des stations et l'affichage digital des stations. Aujourd'hui, la radio s'écoute absolument partout et on la trouve notamment via le récepteur que nous avons quasiment tous dans la poche, le téléphone. Eh bien oui, avec le 21e siècle, on a le boom d'Internet et avec ça les web radios. Même si la première à diffuser du contenu 24 heures sur 24 est apparue en 1995. Il s'agit de Radio HK. At Radio HK, the music plays back immediately. Radio HK founder Norman Hajar sees this innovation as just the beginning of a major revolution in media. Mais il a bien fallu attendre les années 2000 pour leur expansion. Les années 2000, l'époque du possible. Mais pas si vite. En 2007, les web radios ont finalement autant de contraintes et sont aussi réglementées que les radios FM. 2007, c'est l'année d'entrée en rigueur des nouvelles règles sur les web radios, dictées donc par les sociétés de production, comme la SACEM, qui est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, ou encore la SCPP, qui est la Société civile des producteurs phonographiques. Et si avec les années 2000, la télévision se numérise pour laisser place à la TNT, c'est aussi le cas pour la radio. C'est donc l'arrivée de la RNT, la radio numérique terrestre, autrement plus connue sous le nom de DAB. Et la version 2.0 donne DAB+. Bonjour, si vous m'entendez en ce moment, c'est que vous êtes équipé d'un récepteur DAB+. Vous avez un train d'avance sur les autres. Le DAB+, c'est un nouveau mode de diffusion que vous pouvez recevoir en voiture, au bureau et partout en mobilité. Pas de forfait, ni abonnement. Le DAB+, c'est totalement gratuit. Pour écouter les radios en DAB+, sur d'autres appareils, il suffit d'avoir un récepteur équipé de cette norme. De nombreuses marques proposent déjà à la vente ces postes de radio. Si vous devez acheter une nouvelle voiture,
Vérifiez que votre concessionnaire vous propose bien en série cette fonction sans condition. Bonne écoute avec votre récepteur DAB+, et son choix de programme. Ici, plus besoin de fréquences individuelles. En DAB+, plusieurs radios peuvent émettre sur une seule fréquence sans se marcher dessus. Les radios sont regroupées dans un multiplex, soit un ensemble qui pourra regrouper jusqu'à 13 stations. Et c'est le récepteur en lui-même de la maison ou de où vous voulez qui va rediviser le signal pour proposer différentes chaînes. Au Havre, depuis 2019, nous trouvons d'ailleurs le canal 10D qui correspond à la fréquence 215.072 MHz, un multiplex local qui comprend la radio associative Westrack Radio et 12 autres. Le 1er octobre, la radio du futur se lance en Normandie. Au Havre et à Rouen. Numérique et gratuite, elle s'appelle le DAB+. DAB+, plus diversifié. Avec de nouvelles radios disponibles dans votre région. DAB+, plus qualitatif. Avec un son et une réception en qualité numérique. DAB+, plus informatif. Avec des données associées au programme en cours, des alertes, de l'information. DAB+, la radio fait sa révolution numérique. Dès le 1er octobre en Normandie, au Havre et à Rouen. Soyez les premiers à découvrir le DAB+. Comment s'équiper, comment recevoir. Rendez-vous sur dabplus.fr. DAB+, plus de radio. Il y a des multiplexes locaux, régionaux, mais aussi nationaux. Et c'est encore une fois le CSA qui choisit le dispatch. Mais outre ça, qu'est-ce que c'est que le DAB+? Eh bien, c'est un système de radiodiffusion développé par le projet européen Eureka 147. Si on n'en entend pas beaucoup parler pour l'instant en France, il faut savoir que le DAB, sans le plus, donc juste la version 1.0, est utilisé depuis 1995 en Norvège. En fait, les premiers développements relatifs au DAB ont eu lieu en 1981 à l'Institut für Rundfunktechnik. La norme a ensuite été développée à partir de 1987 dans le cadre du projet européen Eureka 147. Des émissions pilotes ont commencé à partir de 1995 dans plusieurs pays. Le Royaume-Uni a d'ailleurs été le premier pays à lancer un service commercial en DAB. Les premiers récepteurs ont été proposés à la vente en 1999 et en 2001, l'offre à Londres comprenait des stations de la BBC ainsi que 50 stations privées. En 2005, le World DAB a démarré des travaux visant à améliorer la norme initiale en termes de codec audio et de code correcteur d'erreurs. Cela a conduit donc à la version 2.0, le DAB+. Avec cette nouvelle technologie de radio, on peut aussi communiquer sur du visuel avec des images ou encore du texte concernant les titres à diffuser, le nom de l'animateur ou de l'animatrice, les émissions ou encore la météo, l'infotrafic. La diffusion devient plus fluide, il y a moins d'interférences, il n'y en a d'ailleurs plus du tout. Et point important, la diffusion radiophonique en DAB+, consomme moins d'énergie que la diffusion en FM. Son utilisation nécessite moins d'antennes et génère moins de rayonnement électromagnétique. Hertz, on pense à toi, ce qui n'est pas négligeable en 2021. En France, le lancement officiel de la radio numérique terrestre a finalement eu lieu le 20 juin 2014. Ce sont alors les 3 zones de Paris, Nice et Marseille qui sont couvertes par des bouquets incluant des programmes essentiellement locaux. En 2016, la plupart des stations de Radio France est disponible en DAB+, dans l'Est parisien, résolvant ainsi la couverture médiocre dans cette zone de Paris. Des bouquets en phase d'essai sont également disponibles à Nantes et à Lyon. Et en juillet 2019, le DAB+, démarre sa diffusion à Nantes, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon. Et en octobre 2019, c'est bien à Rouen et au Havre que le DAB+, démarre. Suivent ensuite Toulouse, Bordeaux et en novembre 2020, la couverture du réseau du territoire français atteint les 30%. Le 21 décembre 2019, l'intégration de la technologie DAB+ dans les récepteurs de radio proposés à la vente en France devient obligatoire. En voiture, la généralisation de ce nouveau standard sera encore plus rapide. À partir de 2021, une directive européenne impose aux constructeurs automobiles de rendre leur autoradio compatible DAB+, sans supplément de prix, comme beaucoup de marques le proposent déjà. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus acheter de récepteurs radiophoniques non compatibles avec le DAB+. Ce qui constitue en soi une mesure essentielle pour permettre l'accélération du taux d'équipement en France. Si pour la TNT, on a tout supprimé sans avoir le choix, il n'en est rien en France pour la radio aujourd'hui.
Pourtant, en 2017, la Norvège est le premier pays à annoncer une extinction complète des stations nationales sur la bande FM. Une mesure qui prend effet du 11 janvier 2017 au 13 décembre 2017. Les stations locales et quelques stations régionales vont par contre continuer à diffuser en modulation de fréquence. La Suisse, elle, a programmé la fin de la fermeture pour 2024. Le Danemark l'envisage pour les 2 prochaines années. Autre événement marquant dans le monde de la radio, 2021, la crise sanitaire. Les médias commerciaux sont impactés, les espaces pubs sont moins vendus, les chiffres baissent. Dernière date à notifier, le 1er janvier 2022. Fusion du Conseil supérieur de l'audiovisuel, appelé CSA, et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, appelée Hadopi. Ensemble, ils deviennent l'ARCOM, qui désigne l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. En gros, l'ARCOM devient le garant de la liberté de communication et veille à ce que les médias audiovisuels et numériques soient pluralistes et respectueux de toutes et de tous. À l'époque où les voitures se conduisent presque toutes seules, où l'information circule et se consomme à la vitesse du net, où la musique se choisit sur des plateformes de streaming, la radio a-t-elle encore une place ? Une grande question à laquelle on ne peut répondre aujourd'hui, mais qui sait, peut-être que ça sera pour une prochaine fois. L'avenir de la radio est donc numérique. De plus en plus d'auditeurs vont découvrir les avantages du numérique et passer au DAB+.